Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ailleurs dans le monde. Longtemps épargnée par le coronavirus, l'Afrique enregistre dorénavant plus d'1 millier de cas confirmés de Covid-19. Une trentaine de morts ont été répertoriés dans 40 pays. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré récemment craindre que l'Afrique ne puisse pas faire face à la pandémie à cause de la fragilité de son système de santé. Depuis quelques jours, certains États ont commencé à prendre leurs dispositions. De l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, des gouvernements ont interdit des rassemblements publics et fermé écoles, églises, mosquées, restaurants, bars et même les aéroports. Comment l'Afrique se prépare à faire face à cette pandémie? Quel est le bilan de la situation dans la sous-région? Cette semaine, nous sommes en liaison avec nos correspondants au Bénin, au Sénégal, au Cameroun et au Togo. Nous allons prendre immédiatement la direction de Dakar pour y rejoindre Oumar Diouf, rédacteur en chef au quotidien Le Soleil. Bonjour Oumar. Le Sénégal se signale comme le pays de l'Afrique de l'Ouest le plus touché par le coronavirus. Comment l'expliquez-vous? Bonjour Fatima. Là nous sommes à Dakar où présentement le ministère de la Santé a enregistré 105 cas de malades au Covid-19. Donc 9 ont été guéris selon les sources ministérielles. Et donc 96 sont encore sous traitement dans les hôpitaux à Dakar et dans les régions du pays. Voilà, ici, je crois que le fort taux donc, de contamination est dû principalement aux émigrés. Aux émigrés, c'est-à-dire aux Sénégalais qui sont à l'étranger, qui vivent principalement en Espagne, en Italie, qui sont rentrés. Donc précipitamment entre le mois de mars et maintenant. Voilà, je crois qu'il y en a aussi qui sont rentrés par voie terrestre, certains par avion, avant la fermeture des frontières. C'est ça, je crois, qui a présentement posé donc, ce fort taux de contamination. Et il y a des contaminés, qui ont transmis donc, le virus à leur famille, principalement dans les régions et à Dakar. Voilà, c'est ça qui fait donc le Sénégal compte ce taux élevé de 105 donc, contaminés, et dont 86 sont encore en observation dans les hôpitaux et 9 guéris. Il y a aussi les expatriés. Il y a eu quelques expatriés donc, venant de pays européens qui étaient allés en vacances dans leur pays, principalement, et qui sont rentrés, revenus donc, contaminés au virus. Mais ces derniers, contrairement donc, aux Sénégalais donc de nationalité, ces expatriés n'ont pas transmis le virus. C'est-à-dire qu'ils ont su se confiner donc très tôt, dès les apparitions donc des premiers signes. Et c'est eux les principaux guéris d'ailleurs. Je crois qu'il y a 3. Il y en avait une anglaise, donc 2 français je crois, et une espagnole je crois qui sont vraiment, je crois, guéris, si je ne me trompe pas, et 2 franco-sénégalais. Voilà. Et aussi un Sénégalais venu d'Italie, principalement, qui avait contaminé sa femme et ses enfants. Je crois que ce dernier aussi, il est guéri, plus quelques-uns membres de sa famille. Voilà ce qu'on peut dire donc, sur donc, les contaminations. Alors, quelles sont les principales mesures prises par le président de la République, Macky Sall, depuis l'apparition des premiers cas? Comme je vous le disais tantôt, donc, il y a eu donc, ce taux de contamination donc, un peu élevé, 105. Et voilà, l'État du Sénégal, principalement le président de la République, Macky Sall, a pris donc des mesures, dont l'état d'urgence qui est décrété depuis mardi, et donc le couvre-feu, donc qui passe en vigueur donc dès 20h et jusqu'à 6h du matin. Voilà, et l'État aussi a dit qu'il va mobiliser donc près de 1000 milliards de francs CFA pour lutter donc contre cette pandémie qui est appelée Fonds de solidarité Covid-19. Voilà. Et principalement aussi, ce matin, l'État a dit qu'il va dégager 86 milliards 69 milliards de francs CFA donc pour aider les ménages, plus d'1 million de ménages, donc qui sont presque à moitié confinés chez eux, voilà, et qui vont souffrir certainement de cet état d'urgence et du couvre-feu. Il y a aussi, je crois, les hôpitaux qui seront soutenus, les entreprises publiques, donc certainement par l'allègement de la fiscalité, peut-être ou l'exonération, je ne sais pas encore, on ne sait pas encore. Mais il y a aussi donc, les transporteurs qui souffrent de cette restriction-là, de ce couvre-feu, parce que les passagers donc, sont en nombre restreint donc, dans les transports en commun, c'est régulé.
Et voilà, c'est un manque à gagner pour les transports qui souvent, vous savez, font des prêts bancaires pour acheter leur véhicule. Et donc tout ça. D'autre part, donc les hôpitaux seront soutenus, donc les médecins aussi seront intéressés certainement, comme l'ont fait d'autres pays, pour donc les mobiliser et les sensibiliser par rapport à cette lutte-là. Alors, avant cette pandémie, le Sénégal était en pleine tentative d'un dialogue national. Est-il toujours d'actualité et surtout, comment la classe politique accompagne la lutte contre le coronavirus? Voilà, comme vous le dites, avant le début donc, de la crise, c'est-à-dire de la pandémie Covid-19, l'État du Sénégal avait initié un dialogue national, un dialogue politique avec tous les partis politiques, les partis d'opposition, la mouvance présidentielle, la société civile, pour un peu réfléchir sur comment réorganiser donc, les institutions sénégalaises, comment élire un président de la République, comment élire les députés, quelle nouveauté qu'il faut apporter pour améliorer le système électoral, qu'est-ce qu'il faut pour rendre fort les institutions. Donc les négociations étaient entamées depuis donc, avant le début de la crise donc sanitaire. Et là, présentement, ce dialogue politique est suspendu. Ça se passait tous les mardis au siège du gouvernement, donc ici au building administratif. Les consultations politiques et donc de la société civile. Mais là, c'est suspendu. Et en place, le président de la République, quand il a décrété l'état d'urgence, il a commencé à recevoir les leaders politiques. Et ces leaders politiques et de la société civile sont consultés pour donner leur avis par rapport à la lutte donc, nationale contre le Covid-19. Je crois que certainement le dialogue va reprendre d'ici donc la fin de ce confinement, la fin de cet état d'urgence contre la propagation du virus. Et dès que le virus est vaincu, donc je pense que ce dialogue national là, va reprendre. Mais en ce moment, c'est un dialogue plutôt axé donc, sur la lutte nationale contre sénégalaise contre le Covid-19. C'est ça qui est actuellement en vogue, voilà, qui est à l'heure, qui est sur la table du président de la République et du gouvernement sénégalais. Merci. Le Bénin non plus n'est pas épargné par le Covid-19, comme nous le confirme Joël Tchobé, journaliste à BNews TV. Bonjour Joël. Le dimanche 22 mars, votre ministre de la Santé a fait état de 3 nouveaux cas. Certains sont des ressortissants ivoiriens résidant au Bénin. Ces personnes sont-elles rentrées récemment de la Côte d'Ivoire? Alors, à ce jour, le Bénin compte officiellement 5 cas de coronavirus. Et sur les 5, les 3 derniers cas sont tous des ressortissants ivoiriens. Et selon les informations rendues publiques ici à Cotonou, le premier patient a effectué un séjour en Côte d'Ivoire du 3 au 8 mars 2020. Le deuxième patient, un homme de 56 ans, a reconnu avoir effectué des voyages dans la sous-région, en l'occurrence en Côte d'Ivoire, puis au Togo. Le troisième cas, c'est le cas d'un jeune homme de 18 ans, un élève qui, lui, n'a pas quitté le territoire béninois. Il est l'enfant du deuxième patient, ce qui fait suspecter ici au Bénin un cas de contamination de père à fils à domicile. Automatiquement, un protocole de traitement ainsi qu'un isolement, une mise en quarantaine ont été pratiqués. Un plan de recensement et d'identification des personnes avec qui les 3 patients ont été en contact a été déployé. Alors, quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation du virus au Bénin? À l'instar d'autres pays de la sous-région qui se sont calfeutrés avec des mesures drastiques pour contrer le virus, le gouvernement du Bénin a pris une série de décisions en fonction de 2 principes majeurs. Il s'agit du principe de la proportionnalité et du principe de la différenciation. Entre autres mesures, la mise en quarantaine systématique des personnes en provenance des pays déjà touchés, l'interdiction des lieux de culte, l'interdiction de la fréquentation des lieux de plaisance comme la plage et autres, mais également, depuis que les 3 derniers cas ont été confirmés, le gouvernement a corsé les mesures préventives. Déjà lundi prochain, un cordon sanitaire sera érigé autour de 8 villes, y compris Cotonou, un périmètre suspecté d'être une zone à risque, pour permettre aux populations de vaquer tranquillement à leurs occupations et de ne pas contracter la maladie. Justement, quelle est la réaction des populations depuis l'instauration de ces mesures?
Alors, sur la question, nous avons une société béninoise polarisée avec deux grandes tendances. D'un côté, il y a ceux qui se sont déjà réjouis des mesures prises par le gouvernement pour contrer le virus. D'un autre, il y a des acteurs sociaux, des leaders d'opinion, des responsables d'étudiants qui appellent à la prise d'autres mesures plus radicales en vue de préserver la vie des populations. Point d'achoppement, la question de la fermeture ou non des universités au Bénin. D'ailleurs, mardi dernier, l'ambiance était tendue dans l'antre de l'université d'Abomey-Calavi, la plus grande université du Bénin. Des étudiants ont organisé un mouvement d'humeur pour l'arrêt des cours. S'en est suivi des heurts avec les forces de sécurité publique. Malheureusement, un étudiant a trouvé la mort. Pour l'heure, les circonstances de ce décès restent encore à élucider. Alors l'autre grande actualité au Bénin, ce sont les élections communales du 17 mai 2020. Est-ce que la pandémie du coronavirus a fait baisser la tension politique? Alors, la psychose générée par le Covid-19, cette pandémie mondiale, n'a pas arrêté le processus électoral en cours au Bénin. D'ailleurs, en semaine, la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, a suivi normalement son chronogramme et la liste des partis qualifiés pour la compétition électorale du 17 mai prochain a été révélée. Seulement, sur le terrain, le jeu politique s'est refroidi. Personne ne veut prendre le risque. Les militants sont en autoconfinement volontaire et tous les acteurs se sont mobilisés pour vaincre le virus mortel, le Covid-19. Merci. Le Bénin partage ses frontières avec le Togo, où se trouve notre correspondant Ulrich Amega, journaliste à la TVT, la chaîne nationale. Bonjour Ulrich. Quelles sont les dispositions prises par le chef de l'État, Faure Gnassingbé? Bien parti pour lutter efficacement contre ce mal qui sévit et qui met à terre l'économie mondiale. Disons que le président de la République, Faure Gnassingbé, a mis en place un comité de crise que lui-même préside, et Faure Gnassingbé, comme de nature, parle peu. Il s'est servi des réseaux sociaux pour appeler les Togolais au respect scrupuleux des mesures de prévention mises en place par le gouvernement togolais, notamment le port obligatoire de masques, l'utilisation de gel hydroalcoolique, l'interdiction des cultes et surtout l'interdiction de rassemblement de plus de 15 personnes. Même les obsèques ont été interdits. Disons qu'au total, 9 mesures sont prises par le gouvernement pour pouvoir lutter efficacement contre ce virus. Mais au vu de l'urgence, le chef de l'État n'a pas hésité à prendre le taureau par les cornes, bien sûr. Depuis vendredi dernier, écoles, universités, discothèques sont toutes fermées jusqu'à nouvel ordre. Certaines villes du Togo sont bouclées pratiquement afin d'éviter la propagation du virus. Faure Gnassingbé a également ordonné que le CHR, le centre hospitalier régional de Lomé commune, soit dédié uniquement à la prise en charge des maladies infectieuses ou des cas de confirmés de coronavirus. Et sur le portail d'information, également, il y a un portail d'information officiel du gouvernement togolais où on dénombre jusqu'alors 26 cas, comme je l'ai dit aux dernières nouvelles jeudi. Donc, toutes les prestations sont donc transférées, toutes les prestations qu'il y avait au niveau du CHR, le Méconnu, sont donc transférées dans les autres hôpitaux de la capitale. 2 milliards de francs CFA, c'est le montant total débloqué par le gouvernement pour faire face à la situation qui prévoit actuellement. Aux dernières nouvelles, 13 personnes de ces 26 infectés vont bien, répondent correctement au traitement. Un complètement guéri et libéré. Il s'agit de cette dame qui avait été infectée premièrement. Et là, mardi et mercredi, en début de soirée, il y a eu un lot de matériel médical qui a été réceptionné à l'aéroport international Gnassingbé Yadema et va aussi servir à lutter contre la propagation de ce mal-là. Donc voilà en quelque sorte les mesures prises par le chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui dans sa façon, dans sa politique, tient beaucoup, bien sûr, au bien-être de la population. Alors, est-ce que la population togolaise respecte les différentes mesures arrêtées? Oui, peu à peu, Fatim, elle s'habitue, sa population, aux nouvelles donnes. L'urgence, urgence sanitaire oblige, ONG, associations, artistes,
même les organisations de la presse se sont mis en mode de sensibilisation à travers des chansons, des gestes et surtout des vidéos sur tous les réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, Facebook et autres. Disons que la sensibilisation s'accentue dans toutes les langues nationales, même sur les chaînes de radio et comme télévision. On peut dire qu'à l'heure actuelle, les populations sont de plus en plus conscientes de la situation dans les rues, devant les marchandises, dans les marchés, dans les maisons, les services, les bureaux, taximens comme taxi-moto, tous se protègent contre ce mal, comme vous pouvez le remarquer dans les images d'ailleurs. Au début, on a remarqué une certaine réticence au sein de la population, mais à l'heure où nous vous parlons, le respect des mesures préconisées par le gouvernement gagne du terrain. Vous savez, le Togolais ou l'Africain en général tient tellement à sa santé qu'on ne peut pas se permettre de minimiser une telle maladie et surtout de ne pas faire avec selon ce que le gouvernement ou le ministère de la Santé a prescrit comme mesure pour pouvoir être à l'abri de ce virus-là. Donc, disons que la panique, même quand on suit les infos sur les chaînes de télévision, la panique même, le nombre de morts que ce virus-là fait chaque jour que Dieu fait dans nos vies, fait que les populations elles-mêmes ont un peu peur, pas un peu quand je dis un peu, ont tellement peur qu'elles se protègent, qu'elles veulent à tout prix être à l'abri de ce mal, comme je venais juste de le dire. Que le contexte sanitaire ait fait baisser la vive tension d'après l'élection présidentielle du 22 février dernier. Oui, les divergences politiques de côté, urgence sanitaire oblige, que ce soit du côté du candidat malheureux aux élections du 22 février comme Abdoumé Kodjo ou du gagnant Faure Gnassingbé, les préoccupations sont unanimes à l'heure actuelle. La santé des citoyens togolais en premier et le reste après. Abdoumé Kodjo a même fait circuler une vidéo dans laquelle il exhortait le peuple togolais au respect scrupuleux et sans faille, bien sûr des mesures préconisées par le gouvernement. Donc on peut dire que cette crise sanitaire a fait reculer le débat politique ou carrément l'a complètement avalé, même si les presse écrites en font cas parfois. La préoccupation actuelle, c'est le Covid-19. Notons qu'avant cette crise, Abdoumé Kodjo a vu son immunité en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, en tant que député actuellement levé, et ce qui va désormais lui permettre de pouvoir faire face à la justice et de pouvoir réclamer sa victoire, comme il le dit, à travers les urnes. Merci à toi Fatim et protégez-vous surtout. Merci Ulrich, pareillement. Rendons-nous maintenant en Afrique centrale, plus précisément au Cameroun, pour faire le point avec Dania Ibongué, journaliste et président de l'association des blogueurs du Cameroun. Bonjour Dania, merci d'être en direct avec nous. Le Cameroun a enregistré son premier décès dû au coronavirus. Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur ce cas? Bonjour Fatim, bonjour à tous. Effectivement, le Cameroun a enregistré son premier cas de décès dû au coronavirus en début de cette semaine. Il s'agit de la troisième personne qui avait été dépistée positive au coronavirus après les deux premiers cas. Je rappelle que les deux premiers cas étaient deux personnes qui se sont fréquentées, un Camerounais d'origine, français de nationalité, qui s'est retrouvé avec une personne proche de lui. Lui a immédiatement transmis le virus, c'était autour du 6 et 7 mars. Ensuite, il y a eu cette troisième personne qui est un Camerounais résident en Italie, qui malheureusement n'a pas eu la chance des deux premiers, puisque les deux premiers ont été, au bout de 3 semaines de protocole, guéris de leurs symptômes. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas du tout survécu à cette pandémie. Alors, quelles sont les dispositions prises par le président de la République, Paul Biya, pour lutter contre la pandémie ? Les dispositions prises par le président Paul Biya étaient de respecter les consignes du gouvernement et de l'OMS à travers un tweet qu'il a adressé le 17 mars, suivi d'une communication gouvernementale de son premier ministre, chef de gouvernement, Joseph John Gouté, qui a prescrit 13 mesures présidentielles. Ça commence par la fermeture des frontières, l'interdiction de délivrance des visas, la fermeture des écoles, de la maternelle jusqu'à l'université, écoles publiques, privées, de tous ordres d'enseignement,
Les compétitions sportives, évidemment, sont annulées, et les compétitions sportives et universitaires aussi. Un système de régulation dans les marchés est établi. Il y a surtout les débits de boissons, les restaurants et les lieux de loisirs qui sont systématiquement fermés à partir de 18 heures. On a demandé aux conducteurs de moto et aux chauffeurs de taxi de limiter le nombre de passagers. 3 passagers pour les voitures et 1 seul passager pour les mototaxis, donc plus de surcharge. Les réunions publiques dans les administrations ne doivent pas déborder plus de 10 personnes. Et puis, les rassemblements, notamment dans les lieux de culte, ne peuvent pas déborder plus de 50 personnes. Voilà quelques mesures qui ont été prises, les 13 mesures qui ont été prises pour parer à cette épidémie au Cameroun. Alors, comment les populations ont accueilli justement ces différentes mesures? Oui, c'est un peu mitigé. La majorité de la population salue ces mesures qui auraient pu être un peu plus contraignantes. Pour le moment, le gouvernement a dit pas de confinement partiel ni total de la population, surtout parce que on est bien conscient qu'une majorité de la population camerounaise exerce dans le secteur informel et de ce point de vue, ce serait un peu pénible pour ces populations de se confiner et de ne pas avoir à se nourrir quotidiennement. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement prescrit la prudence, le respect des mesures et si les cas n'arrêtent pas de grimper, peut-être que le gouvernement sera appelé à prendre d'autres mesures. Mais pour le moment, une majorité de la population acquiesce, même si une autre estime que ces mesures sont déjà de nature un peu contraignantes. Certaines administrations sont obligées de s'adapter au télétravail et c'est plutôt salutaire. Du coronavirus a-t-elle mis entre parenthèses les velléités sécessionnistes? Est-ce que la pandémie a mis entre parenthèses les velléités sécessionnistes? Oui et non. Oui, dans la mesure où, malgré ces mesures, le 22 mars dernier, le Cameroun a eu les élections partielles dans 10 circonscriptions. Parce qu'après le contentieux électoral des législatives et municipales, il a fallu voter à nouveau dans 10 circonscriptions, essentiellement dans les 2 régions anglophones, le sud-ouest et le nord-ouest. Et bien, d'après les chiffres qui nous ont été donnés, le taux de participation a été en hausse, mieux que lors de la première partie des élections, ce qui nous amène à penser que malgré l'épidémie, il n'y a pas eu de velléité sécessionniste qui a empêché le déroulement des élections. Il faut dire que dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest, pour le moment, aucun cas n'a été signalé parce que le gouverneur de la région du nord-ouest, par exemple, a très très vite pris la mesure de fermer les frontières avec le Nigeria voisin. Donc pour le moment, même si les sécessionnistes n'ont pas sévi, en tout cas de manière spectaculaire, dans les 2 régions depuis quelque temps, il faut dire que l'épidémie a quand même calmé les ardeurs des uns et des autres. Alors, dernière question, comment les Camerounais ont vécu l'annonce de la mort de Manu Dibango due au coronavirus? Le décès de Manu Dibango touche tout le Cameroun, c'est tout le peuple camerounais qui est blessé. Manu n'appartenait plus au Cameroun, il appartenait à l'Afrique. Comme vous le savez, il était passé par la Côte d'Ivoire à travers l'orchestre de la radio et de la télévision nationale. Il a été proche des artistes congolais et il a été surtout le formateur de plusieurs musiciens africains et notamment camerounais sur la scène parisienne. Le Cameroun est donc en deuil depuis cette semaine. Évidemment, l'autre chose qui va encore choquer les Camerounais, ce n'est la possibilité de ne pas offrir des obsèques nationales à Manu Dibango, puisque sa dépouille est enterrée en France sans passer par le Cameroun. Et ça nous évite un adieu national. Mais que ce soit le président de la République, que ce soit le ministre des Arts et de la Culture, et toutes les personnalités se sont relayées pour saluer l'homme, pour saluer l'œuvre, pour saluer l'immense talent qu'il était. Et le fait qu'il soit décédé du coronavirus enracine encore le peuple camerounais dans le fait qu'il est important d'être prudent face à cette pandémie.
C'est la fin de cette émission. Merci à tous nos correspondants. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour faire le point de la situation dans d'autres pays africains, notamment le Burkina Faso et la Guinée. Merci de nous avoir suivis et surtout respectez scrupuleusement toutes les mesures prises afin de limiter la propagation du coronavirus dans vos différents pays. On se quitte sur cet extrait de La peste d'Albert Camus. Beaucoup, cependant, espéraient toujours que l'épidémie allait s'arrêter et qu'ils seraient épargnés avec leur famille. En conséquence, ils ne se sentaient encore obligés à rien. Bon week-end à tous, prenez soin de vous et surtout des autres.